Et nous revoilà dans Cult & Click, l'émission ciné-série. Vous êtes en live sur YouTube et peut-être en VOD si vous nous regardez en vidéo. On est là pour vous parler de nos derniers visionnages. On va mélanger les coups de cœur, les visionnages dans cette vidéo qu'on va essayer de faire rapide. Qui veut commencer ? Si vous voulez, j'y vais. Moi, j'ai pu voir un spectacle. Dont j'ai envie de parler, c'est Nicolas Cardel qui m'a donné envie d'aller le voir. Il avait parlé de What the Fuck France il y a 8 mois, un truc comme ça, en disant c'est une petite chaîne et tout, elle est bien. Maintenant c'est Canal derrière. Et là, c'était Canal depuis le début. Oui, c'était Canal, ouais, c'est vrai. Et en fait, Kerr avait ri d'un rire gras en prenant tout son large en disant c'est vraiment de la merde. Moi, je connais pas. Je connais pas. Et tout. Enfin bref, donc du coup, moi j'osais pas trop. Il faut augmenter le son, Daniel. J'osais pas trop. Et puis, du coup, au final, mon amitié avec Ardel a fait que j'ai outrepassé les railleries de Kerr. Et du coup, je me suis bien regardé What the Fuck France, la chaîne YouTube, que j'ai trouvé excellente. Alors, il faut vraiment... ils sont pas tous le bon épisode pour démarrer. Moi, je trouve qu'ils sont tous marrants, mais c'est pas toujours le bon épisode pour démarrer. Et donc, il faut pas hésiter à regarder celui d'après, etc. Et donc, le What the Fuck Friends, c'est écrit par notamment Paul Taylor, qui est donc un Anglais à Paris, qui, du coup, a un français excellent. Et il fait, en fait, il y a un spectacle de stand-up one-man show, comme on dit, Je savais pas. à Paris. Donc, toutes les places sont vendues à 1 mois, donc il faut réserver 1 mois à l'avance. Et ça s'appelle #Frangley. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très sympathique. Il a commencé le spectacle en faisant que de l'impro avec les gens et tout, et c'était vraiment frais, super sympathique. C'est du côté du Sentier à Paris, donc pas loin dans le premier arrondissement, je crois, au premier ou deux. Et c'est vraiment hyper rafraîchissant et tout. Le spectacle est particulièrement sympathique sur le début. Et puis ensuite, c'est moins fun pour ceux qui aiment bien What the Fuck Friends ou qui ont regardé d'autres vidéos de Paul Taylor comme La Bise, qui était sa vidéo qui a buzzé. Et donc au final, quand on les a tous vus, en fait, on a un peu vu toutes les vannes du reste du spectacle, quasiment. Donc c'est un peu dommage parce que comme What the Fuck Friends est basé sur son spectacle et que son spectacle se base sur les nouveaux What the Fuck Friends, forcément. Donc c'est un petit peu dommage. Donc on a une espèce de goût où c'est vraiment sympathique de le voir en vrai. Mais si vous avez vu tous les What the Fuck Friends, c'est vraiment dommage. Donc si vous voyez un What the Fuck, que ça vous plaît, prenez-vous une place et allez-y. Je crois que c'est 20 euros, 25 euros la place. Et c'est toujours sur, évidemment, vu ce que tu as dit, je suppose, c'est toujours sur un peu les différences entre l'Angleterre et la France. C'est complètement plein de mauvaise foi de sa part quand ça concerne la France. Et c'est ça qui est très drôle d'ailleurs dans What the Fuck Friends. Okay. C'est complètement sur ça, c'est sur son intégration en France. Enfin, vraiment, ce n'est que le sujet. Je peux faire la suivante du coup ? Vas-y. Parce que ce qui est marrant, c'est donc Big B vous a parlé de What the Fuck Friends que j'avais présenté dans CNC, et je veux parler d'un film dont Big B avait parlé dans les Cult & Click Awards. On voit à quel point l'influence que j'ai sur mes deux compères est relativement nulle. Si, parce que tu vois, avec toi, j'ai regardé l'Attaque des Titans du coup. Vu que tu t'y étais mis, je me suis dit, allez, vas-y. Mais là, c'est pas de l'Attaque des Titans dont je veux parler, mais d'un film sorti le 2 janvier 2013 en France. Il s'agit du Monde de Charlie, réalisé par Stephen Jbowski. Il se faisait beaucoup charrier à l'école. Ouais, tu m'étonnes. Avec Emma Watson, Ezra Miller ou encore Logan Lerman. Acteur de l'année au Cult & Click Awards. Mais justement, fait ça. Non, cette année-là, on avait eu des petits soucis dans les Cult & Click Awards et la position des acteurs et des films. D'ailleurs, du coup, dans le visuel, j'avais mis Le Monde de Charlie comme meilleur film de l'année pour Big B. Bon, ce qui était clairement pas le cas, même si justement. C'était dans mon top 5 de l'année de manière sûre. Et bien justement, ce que je veux dire, c'est que si je l'avais vu aussi en 2013, eh bien, ça aurait été très très certainement dans mon top 5 de l'année. C'est en fait un film qui parle un peu de
comment dire, en gros, c'est un mec au lycée qui arrive, qui n'a pas d'amis. Et qui va se trouver une bande de potes très bienveillante avec lui, mais évidemment il y a toutes les péripéties d'adolescents qui vont se mêler qui vont se mettre au milieu de ce groupe de potes. C'est un film ultra touchant. Je suis pas très objectif quand j'en parle, car il m'a rappelé énormément de souvenirs, ce monde de Charlie. Je l'ai trouvé, je trouve qu'il parle d'un sujet très réel sans jamais l'être méprisant ou hautain dessus. J'ai beaucoup fait le rapprochement avec 13 Reasons Why, que je regarde en ce moment, j'en suis à l'épisode 6, et j'aime énormément 13 Reasons Why. Les deux acteurs se ressemblent beaucoup dans le genre. Fou. Ouais, se ressemblent beaucoup dans le genre. Et c'est un peu le même thème, quoi. Et vraiment, j'insiste sur le fait que ce film est touchant et juste. Il n'y a pas de larmoyant. Ils essayent pas justement vraiment de nous faire tirer, de nous tirer une larme. Voilà, moi c'est un film ultra touchant. Et ceux qui justement ont aimé 13 Reasons Why, qui pour moi est une des séries de l'année. Les gens en parlent beaucoup dans le chat, alors qu'on a fait en disant est-ce que vous avez regardé, on a fait une vidéo, on critiquait les 2 premiers épisodes et après dans un qu'est-ce que t'as vu, on avait critiqué la fin de la série qu'on avait si on a terminé, on pourra peut-être en refaire une vidéo. Est-ce que tu veux encore parler de Charlie ? Non, voilà, à part foncer dessus, j'ai passé un super bon moment devant le monde de Charlie. Et encore une fois, si vous adorez 13 Reasons Why et que vous n'avez pas vu le monde de Charlie, matez le monde de Charlie, ça ne peut que vous plaire. Ezra Miller est excellent, Emma Watson aussi. Ça fait plusieurs films là que je regarde avec Emma Watson, notamment Colonia ou encore voilà, le monde de Charlie, et où je trouve que cette actrice est vraiment plutôt douée. Ok, alors moi, vu que vous vous êtes conseillé des trucs et que ça fait mouche dans vos oreilles respectives, je vais vous dire quelque chose à vous deux. Il faut que vous regardiez la série dont je vais parler dans quelques instants. Et vous aussi, le chat, je vous invite très fortement à regarder cette série. Cette série, c'est quoi ? C'est The Good Fight, série créée par Robert et Michelle King. J'en ai déjà parlé dans les Cult & Geek Awards, dans les Cult & Geek tout court. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon coup de cœur. Je vais le dire très simplement, c'est la meilleure série que j'ai vue pour l'instant en 2017, et de loin. C'est un spin-off de The Good Wife qui est diffusé sur CBS et également sur CBS Access. Regardez la version CBS Access car elle n'est pas censurée. Alors il y a un tout petit peu de nudité, mais c'est généralement de la nudité masculine. Donc moi ça m'intéressait pas trop, mais le propos est un peu plus cru et davantage poussé sur la version non censurée. Qu'est-ce que c'est que The Good Fight ? Déjà, remettons un peu en place ce que c'est que The Good Wife, série de CBS, donc gros network américain qui fait d'ordinaire des séries plutôt lisses dans le politiquement correct, pas de sexe, des sujets qui sont politiquement correct, généralement c'est de l'enquête policière ou du médical, etc., ou du sitcom comme The Big Bang Theory et d'autres. Sauf que The Good Wife est arrivé avec c'était une fausse Ally McBeal. The Good Fight. Non, The Good Wife. The Good Wife. The Good Wife était une fausse Ally McBeal, centrée sur le personnage de Juliana Margulies qu'on avait vu dans la série Urgence. De quoi ? Ça n'a juste aucun rapport. Non, c'est 2 femmes avocates. Oui, voilà, c'est tout. C'est pour ça que je dis que c'est une fausse Ally McBeal. Quand ils l'ont vendu, c'était ça. L'humour en moins. Sauf que dans The Good Wife, on suit donc Alicia Florrick, Juliana Margulies, qui est une femme trompée, qui est une femme divorcée, qui a des enfants et dont le mari est un homme politique qui a été au cœur d'un scandale sexuel et politique. Et donc, elle décide de reprendre une carrière professionnelle. Et comme elle a les diplômes pour être avocate, elle rentre dans un cabinet d'avocats où, comme par magie, elle retombe sur un de ses anciens amants qui est son nouveau patron. La série The Good Wife était surprenante au départ, c'était des épisodes qui se suffisaient à eux-mêmes, et puis ensuite la série, petit à petit en grossissant, est devenue un peu plus feuilletonnante, en développant davantage des personnages, avec des personnages notamment qui étaient très originaux, qui étaient très attachants. Je pense notamment à Alan Cummings qui jouait dans la série, qui était très bon. Et la série abordait des sujets qui étaient relativement osés, je trouve, en tout cas pour un gros network américain. La série s'est terminée après la saison 7 parce qu'il y avait des conflits de plus en plus forts entre les différents membres de l'équipe des acteurs. Juliana Margulies, visiblement, faisait un peu sa diva. Bref, la série s'est terminée, mais très très vite. La chaîne et les créateurs de The Good Wife ont dit on va faire un spin-off centré sur un personnage qui est Diane Lockhart, jouée par Christine Baranski, qui était un des personnages majeurs de la série The Good Wife depuis le début. En fait, c'était la chef,
une des deux chefs d'Alicia Florrick dans le cabinet d'avocats. Tu passes plus de temps à parler de la série principale. The Good Fight, sa première saison, c'est 10 épisodes, elle est donc terminée, c'est trop peu, je tiens à le dire, et c'est une véritable perle. Pourquoi ? Parce que c'est The Good Wife en mieux, à tous les niveaux, mais vraiment en mieux. La série s'est débarrassée de la contrainte de devoir suivre un personnage principal, puisque le personnage de Diane Lockhart n'est pas vraiment le personnage principal, c'est une des 3 personnages très fortes que l'on suit dans la série. Donc ça enlève beaucoup de problèmes. Et en fait, à tous les niveaux, elle est mieux réussie. Mieux réussie au niveau des personnages. Tous les personnages sont tous très bien écrits, très bien interprétés. Les relations amoureuses qu'on voyait dans The Good Wife, on les retrouve dans The Good Fight, mais avec beaucoup plus de nuances, beaucoup plus d'intelligence qu'on avait pu le voir dans The Good Wife, qui pourtant c'était déjà très bien traité. On avait la relation entre Diane et son ex-époux est excellente. La relation entre Rose et Leslie, qui est Ygritte de Game of Thrones, très bien aussi. Le Cush Jumbo, qu'on avait vu un petit peu dans The Good Wife sur la fin, et qui là est au cœur vraiment, et qui pour moi est le personnage le plus important dans la série. C'est apparemment on m'entend mal, Daniel. Cush Jumbo a une relation amoureuse qui est également très bien écrite. On m'entend mal apparemment. Et il parle très fort. Nous qui sommes à côté, je peux vous assurer qu'il parle très fort. Donc au niveau des personnages, c'est excellent. Au niveau de la mise en scène, rien à dire. Le contexte, tout est très bien. Il y a des personnages qui continuent à être un petit peu décalés. Alors on a l'avocate, tu te rappelles de l'avocate rousse qu'il y avait dans The Good Wife Je me dois de répondre au chat. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de répéter que Kerr parle de cette série toutes les semaines. Oui. Et qui du coup demande, mais en fait c'est peut-être une rediff. Oui, alors c'est pas une rediff, c'est juste vraiment, mais après, si vous voulez que je ne parle pas de la meilleure série que j'ai vue en 2017, dites-le, je vous parle de je ne sais quoi, d'un épisode de MacGyver, si vous voulez. Bref, je ne sais plus, du coup, vous m'avez coupé, je ne sais plus où j'en étais. Donc il y a des personnages. Donc c'est basé sur The Good Wife. Il y a des personnages décalés, tu sais, qui donnent toujours un petit peu de ton d'humour dans la série. Mais surtout, et j'ai déjà dit la dernière fois que j'en avais parlé, et là cette fois je peux en parler dans sa globalité vu que j'ai vu toute la saison, les sujets abordés sont beaucoup plus audacieux que n'importe quelle série américaine diffusée actuellement. C'est une série qui va parler donc de Donald Trump, des conséquences du vote noir quand on est noir, d'avoir voté pour Trump. Ça va parler des conséquences de l'usage de Twitter pour Trump, et ça va parler du cyberterrorisme et donc de Trump. Non, mais non. Non, du cyberterrorisme, de qu'est-ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui avec les ovules et le corps de la femme d'un point de vue judiciaire, quand tout ceci est monétisé, par exemple, ça devient un marché. Il y a énormément de sujets très intéressants. Il y a dans la série le personnage de Maya, donc, qui est joué par Rose Leslie, donc Maya Randall, son père est au cœur d'un scandale qui fait penser à Madoff, d'ailleurs c'est Madoff. Enfin pas Madoff, mais c'est le même scandale que Madoff. Bref, on aborde des sujets qui sont très ancrés dans la société américaine et même internationale dans The Good Fight, et il les traite mais avec énormément de justesse, mais aussi toujours en gardant un ton qui fait que ça n'est jamais pesant. C'est souvent très drôle, et je suis sorti de cette saison de The Good Fight, 10 épisodes, aucun n'est à jeter. Aucun personnage quasiment n'est à jeter. Je me suis marré, j'ai appris des trucs, j'ai été passionné par tous les épisodes, et j'ai terminé la saison en me disant mais qu'est-ce qu'elle est trop courte, parce que cette série mérite 20 épisodes faciles par saison. J'ai l'impression que ton premier point c'est que tu penses que maintenant tu peux t'amuser en te cultivant. Non. Et l'autre point, c'est que je suis sorti de The Good Fight en me disant je vais la recommencer parce que j'ai vraiment adoré et j'ai du coup envie de la revoir. The Good Fight, c'est un très très gros coup de cœur pour ma part. Je vous invite vraiment à sauter dessus. Merci, monsieur. On va faire une barre de donations super chat, un de ces quatre. Plus vous donnez, plus du coup l'avis de Kerr sera court. Et si vous tapez le bout de la barre, et bien du coup, ça pourrait être marrant. Et toi, tu as un autre visionnage ? Mais Cardel voulait faire un dernier visionnage. Un truc bien ou un truc pas bien ? Tu voulais parler de l'Attaque des Titans. Ah oui, tiens, donne-moi ton avis sur l'Attaque des Titans. Juste avant qu'on clôture cette émission cette semaine. Ah non, j'ai un truc à dire après, j'ai fait qu'un visionnage. Tu nous diras, nous. Et donc, Attaque des Titans. Bon, allez, Attaque des Titans. Attaque des Titans, anime japonais
2014, il me semble, la première saison, si je dis pas de bêtises. Je dois très certainement dire une bêtise. C'était juste un coucou à Zicil Triple 2 parce qu'il a commencé à nous regarder en Suède, puis en France, puis en Russie, puis maintenant au Maroc. C'est un mec qui voyage et qui continue à regarder Click, ça nous fait plaisir. Eh bien, je vous ai dit 2014 alors que c'était 2013, une saison 1 à 25 épisodes. Qu'est-ce que l'Attaque des Titans? Donc, je vous l'ai dit, animation japonaise de 24 minutes, genre aventure, action, animation, où ça part du principe que eh bien, les hommes sont chassés par des titans, des grands, très grands bonhommes de 5 mètres, 10 mètres, voire 15 mètres, qui fait que l'humanité a dû se regrouper à l'intérieur d'une enceinte, enceinte d'ailleurs divisée en 3 parties, pour échapper tout simplement pour éviter de se faire bouffer par les titans. Manque de bol, saison 1, premier épisode. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les titans arrivent à péter le mur et c'est la débandade. Mais quelqu'un a quelque chose de spécial qui est peut-être une solution pour l'humanité. J'ai plutôt bien aimé l'Attaque des Titans. Alors j'ai un peu de mal avec le dessin, c'est pas trop ma cam, je ne dis pas que c'est mauvais, loin de là, je dis juste que c'est pas trop ma cam, ni l'animation. Et je trouve qu'il y a beaucoup de trous scénaristiques dans cette première saison de l'Attaque des Titans. Il y a des ellipses malheureusement qui sont là un peu trop souvent. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé. Alors je ne suis évidemment pas un amateur d'anime, j'en ai pas vu beaucoup, autant vous dire qu'à part Death Note ou l'Attaque des Titans, ah si, j'ai commencé Cowboy Bebop, mais enfin bon, bref, j'ai attaqué Cowboy Bebop. Monsieur 3 m'a appelé pour me dire j'ai fini Cowboy Bebop, les épisodes sont ouf, mais la fin... Je me suis dit mais la fin... Bon, je vais pas te spoiler. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'Attaque des Titans, c'est en fait le propos. C'est en fait tout ce questionnement autour de son propre intérêt, l'intérêt, enfin la cause commune, l'intérêt de l'humanité. Est-ce que je dois me sacrifier pour l'humanité? Est-ce que tout ça et tout ceci est très intéressant aussi sur la gestion du pouvoir, sur le contre-pouvoir, sur plein de choses. Alors il y a un truc que j'ai bien aimé dans cette saison 1. Il y a la religion un peu qui s'immisce dans cette saison 1, malheureusement trop peu d'après moi, mais l'Attaque des Titans, j'ai passé un super bon moment. J'aime bien certains des personnages, pas tous, et notamment le héros que je trouve absolument insupportable, Eren Yeager, exactement. Mais voilà, c'est une série qui fait réfléchir et la saison 2 vient de démarrer. Je ne peux que vous conseiller, si comme moi vous n'êtes pas très fan de ce genre de série d'animation, eh bien foncez dessus quand même, c'est vraiment très intéressant. Allez, fais un deuxième, on a le droit tous à un deuxième. Mais oui. Mais on a le droit tous à un deuxième. Un visionnage par semaine. Est-ce que tu penses qu'il fait ça parce qu'il a vraiment envie de savoir quel est mon visionnage ou est-ce qu'il a plutôt envie de nous placer sur le visionnage? Oui, je vais en faire un deuxième, mais faisons un aussi. Eh ben écoute, fais-le et j'inquillerai. Eh ben moi je vais vous parler d'un film, ça s'appelle Demain tout commence, un film avec Omar Sy qui est sorti en fin d'année 2016, qui avait globalement eu des critiques publiques positives. La presse avait été difficile avait été dur avec le film Demain tout commence, film vraiment que porte Omar Sy sur ses épaules. Alors qu'est-ce que c'est que Demain tout commence? Un jour, Omar Sy qui est un jeune c'est un jeune branleur qui est dans un club de vacances, qui a l'habitude de coucher un peu avec tout le monde et de pas vraiment respecter pas prendre son travail au sérieux. Et ben il y a une de ses ex qui est interprétée par Clémence Poésy, une actrice que tu adores. Elle arrive et elle lui dit tiens c'est ta fille, ciao, et elle se barre avec Harry Potter. Non, pour jouer Belle dans. Oui. Et non, ça c'est Emma Watson. Hein. Clémence Poésy, c'est Fleur dans Harry Potter. Ouais. Eh ben. Ah oui, non, d'accord, ok. C'était j'allais dire pour jouer la Belle dans. Oui. Dans le Gobelet de feu ou je sais pas quoi. Dans la Coupe de feu. Donc Omar Sy se retrouve avec un bébé sur les bras et il n'est pas du tout prêt pour ça. Et en fait, on se dit alors. Voilà, donc Demain tout commence, ça va être un film qui va raconter comment Omar Sy, mec complètement paumé, un post-ado qui n'est pas encore terminé de l'adolescence, va devoir gérer un bébé alors qu'il n'arrive même pas à changer une couche et qu'il préfère coucher à droite à gauche plutôt que s'occuper de son enfant. Et en fait, le film, c'est pas ça.
Et quand tu penses avoir compris ce qu'était Demain tout commence, eh ben c'est pas ça non plus. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un moment où le film se termine en te mettant une claque. Et en fait, je trouve que en termes d'émotion, ça ne va que crescendo dans Demain tout commence. Et j'ai trouvé que le film était très réussi, avec enfin très réussi. Le film est réussi, mention spéciale pour la demoiselle qui joue sa fille, puisqu'en fait très vite elle passe de bébé à jeune ado, enfin je sais pas, elle Ils doit ont tourné avoir ça sur 10 ans, plusieurs 12 ans. années du coup. Non, pas du tout. Ils ont changé juste l'actrice. Et tu dis bravo à l'actrice. Le bébé, on le voit 5 minutes. Donc, et en fait, j'ai trouvé la presse vraiment très dure avec ce film. Et il y a un truc qui, moi, m'a marqué beaucoup dans Demain tout commence, c'est la qualité d'Omar Sy. Omar Sy, je suis désolé, hein, c'est vrai que c'est très tendance de bâcher les acteurs français qui réussissent à Hollywood ou qui essayent à Hollywood. Donc Marion Cotillard, oh là là, où il faut rire, Marion Cotillard. Omar Sy, oh là là, il a joué dans X-Men, c'était rigolo, et il faut le bâcher. Marion Cotillard, c'est ridicule, sa mort dans. Non mais d'accord, ok. Et c'est ça dont les gens. Oui, mais elle a joué dans The Immigrant de James Gray et personne l'a ramené parce que personne n'a vu le film et tout le monde s'est arrêté sur Dark Knight en disant Marion Cotillard, on l'aime pas, il faut pas l'aimer. Donc c'est tu pas te bien. plains que les gens ne parlent pas de ce qu'ils ne voient pas. Non, mais voilà. C'est marrant, t'as pas cité Léa Seydoux. Léa Seydoux, c'est exactement pareil. Non, mais franchement, Léa Seydoux, elle est mauvaise. Oui, bon. Omar Sy, par contre, moi, je suis désolé. Alors oui, il a peut-être un rôle un peu décevant dans la version coupée de X-Men Days of Future Past. Il a pas un rôle à Oscar. Il a toujours un rôle pourri dans la version non coupée de X-Men. Oui, d'accord. Ok, mais là dans ce film, Omar Sy, il envoie du lourd. Moi, je trouve que c'est un très grand acteur un très grand. C'est un grand acteur et par contre, c'est vraiment un monstre, je trouve, parce que quand tu regardes un petit peu ce qu'il est capable de faire dans Demain tout commence, ce qu'il a fait dans Intouchable, où il nous a fait énormément rire, et surtout avec du recul, ce qu'il a réussi à faire pendant des années dans Omar et Fred, où moi, il n'a pas arrêté de me faire pisser dessus, à m'en faire changer mes pantalons tous les jours. Il y avait des odeurs quand tu... Je trouve que vraiment, Omar Sy, c'est un monstre du cinéma français, et je suis vraiment content que ce mec fasse carrière. C'est un acteur français pour qui j'ai un immense respect, et il n'y en a pas énormément d'acteurs toutes nationalités confondues pour qui j'ai autant de respect qu'Omar Sy. Et là, je trouve que dans Demain tout commence, il a cette touche il arrive vraiment à nous balancer de l'émotion et parfois peut-être à nous tirer les larmes, etc. Moi, je trouve vraiment qu'Omar Sy, c'est un chouette type. Voilà. En plus, c'est un mec qui a l'air très simple. Je comprends pas où est-ce que tu trouves que Omar Sy est bâché ou plus au contraire, il est très mis en avant. Et quand il y a eu le succès d'Intouchable, au début, tout le monde disait ah non mais Intouchable c'est génial, c'est super comme film, ça change des ch'tis, etc. Puis quand le film a vraiment été très populaire, a attiré beaucoup de monde en salle, on a commencé à entendre les gens dire oui non mais Omar Sy en fait, puis Intouchable c'est de la merde, là, tout le monde va le voir. Sur Days of Future Past, il s'est fait bâcher. Sur Jurassic World, mais c'est normal, c'est normal. Un milieu qui est assez compliqué. Ouais. En fait, Twitter, tout simplement, ça s'appelle Twitter. Il s'est fait bâcher pour les 2 films où il a été moins bon. Maintenant, il s'est absolument pas fait bâcher pour Chocolat. Sur Chocolat, c'est vrai. Oui, parce que ce film est bon. Mais alors, j'ai juste une question sur X-Men. On bâche Omar Sy, gna gna gna. Il est très mauvais dans X-Men. Ah ouais. Et pourtant, il y a d'autres acteurs qui sont tout aussi mauvais, qui ont des rôles tout aussi importants que lui. Comment elle s'appelle l'actrice japonaise chinoise, Bai Ling, ça n'empêche pas que ce film Bai est mauvais, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une méga star beaucoup plus que Omar Sy. Et elle joue Blink dans Days of Future Past, elle n'est pas meilleure, et pourtant on n'est pas en train de dire oh là là. Oui, parce qu'on regarde ce qui est. Bing fan. Oui, parce qu'elle n'est pas française, donc forcément les gens n'en parlent pas ici. Ouais, voilà. Mais sûrement peut-être dans d'autres pays ici. Tu vois, par exemple, JDB qui dit Intouchable est objectivement de la merde. Je suis absolument pas d'accord. Mais vraiment pas du tout d'accord. Je ne trouve pas qu'Intouchable est un mauvais film. Je pense même qu'Intouchable est un très bon film. Donc voilà, c'est tout. Ça c'est mon point de vue. Mais après, c'est vrai que ça a du succès, donc il faut bâcher un petit peu. C'est de bonne guerre. Mais moi, je trouve. Bon, là, on fait beaucoup trop long là-dessus, mais je trouve que dans Demain tout commence, Omar Sy, qui a eu des critiques très dures à son encontre pour ce film, je trouve que ça n'est pas du tout mérité. Qu'il a une vraie gamme dans sa manière de jouer. Une gamme très large, et qu'il est capable de nous transmettre des émotions tout en nous faisant rire, tout en étant un mec tout à fait normal aussi dans le film. Enfin bref, voilà. Et puis
c'était un coup de gueule un peu plus global sur le French bashing qui est tout le temps. Quel acteur ou actrice a aujourd'hui du succès Vincent Cassel. Et ne se fait pas bâcher? Vincent Cassel. Oui, mais quel film? De quoi? Je sais pas, Promesse de Londres par exemple. C'est un film Nolan. Est-ce que ce que tu viens de dire a le moins de fondement? D'accord. Il y a sur tout le chat, il y a une personne qui a dit Omar Sy, il y a un film qui est pas bien. C'est l'acteur un des acteurs qui a le plus décollé. Il est plus sur une base de 1000 personnes, mais sur des bases de millions de personnes qui le regardent. Et donc, sur 1000 personnes, il y en avait peut-être un qui l'aimait pas. Sur 1 million, maintenant, il y en a 1000. On le voit une fois de temps en temps dans le chat. Non, il y a Jean Dujardin, je suis désolé, il se fait pas bâcher. Oui, Jean Dujardin, je suis d'accord. Ceci dit, sur Brise 3, il s'est fait démonter. Vraiment, même sur mauvais Brise 3, oui. Pourquoi? Mais parce que le film est peut-être moins bon. Mais non. Donc ils ont plus le droit. C'est parce qu'ils sont connus, ils n'ont pas le droit d'être bâchés. Je suis pas d'accord. Brise 3, c'est un gros délire. C'est un gros délire de Dujardin. Tu m'aurais dit, il s'est fait bâcher pour le Loup de Wall Street. Oui, c'est vrai, un peu, parce qu'effectivement, sa prestation dans le Loup de Wall Street, c'était pas extraordinaire à Jean Dujardin. Même pas, il s'en est pas pris plein la gueule. Ouais. Pardon? Oui, mais parce que aussi le film est pas bon. Oui, mais c'est ça. Quand tu fais quelque chose de nul, oui, forcément, on te critique. Quand tu fais quelque chose de bien, on te critique. Peut-être que les gens la dent dure. Quand au début, on avait 1000 abonnés sur Cult & Click. C'est la personnalité préférée des Français, c'est pas faux. Maintenant qu'on a 32 000 abonnés, le chat nous hait. C'est normal. C'est le nombre d'abonnés, tu vois. Omar Sy, c'est YouTube Game. Et puis surtout, là, on a cité X-Men et Jurassic World. Ils n'étaient dans ces films, honnêtement, que pour justement faire un peu vendre en France. Figuration par la promo, ouais. Bien sûr. Figuration par voilà, donc c'est pas un énorme taf d'acteur. Donc effectivement, quand tu fais ça, tu t'exposes à de la critique un peu plus facile que si tu avais pris plus de risques, forcément. Mais c'est pareil pour tous les acteurs, en fait, oui. dans les blockbusters. Oui, je ne fais aucune exception. C'est justement là où on se rejoint. Je ne fais aucune exception. Oui, c'est pareil pour tous ceux qui ont joué dans Days of Future Past ou dans des films moins bons. Oui, tu les critiques pour ces films moins bons. D'accord. Je sais pas. Mais non, ils sont connus, bordel de merde. Et donc, du coup, dans les 8 minutes, ce petit visionnage... sans souci. Non, je vous conseille demain tout commence. Voilà, pour conclure, faites-vous votre avis et voilà. Est-ce que tu veux parler de quoi, toi? Ah, donc c'était genre limite on peut ne pas le faire. Non, tu veux pas. Donc du coup, je vais vous parler et je vais prendre quelques instants pour vous parler de Zelda. Désolé, c'est pas un cinéma-série, c'est un jeu vidéo. Zelda Breath of the Wild sur émulateur PC. J'arrive. Alors, la rédaction de JV Le Mag avec qui partage nos bureaux m'a prêté sa Nintendo Switch, m'a prêté son jeu au risque que j'efface par erreur leur sauvegarde de 50 heures de jeu. Et au risque qu'un autre jeu sorte sur Switch surtout, parce que du coup il aura plus pour jouer. Non, ça c'était peinard. Et donc au final, du coup ils m'ont passé Zelda que j'avais pas du tout aimé quand j'avais pu le prendre en main 5 minutes pour regarder. Mais c'est mon coup de cœur. Mais c'est mon coup de cœur absolu de jeu vidéo de l'année, quoi. Alors autant Mass Effect 1 que j'ai découvert l'an dernier, c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Mais autant Zelda Breath of the Wild, c'est top 5 de mes jeux vidéo. Enfin, c'est un vrai appel à l'aventure. C'est pas plus compliqué que ça. Attention Daniel, quand tu fais ça, on le voit. Et c'est globalement, on a des mécaniques de jeu qui sont extrêmement solides, une vraie physique avec la gravité, avec du vent, avec plein de trucs. Et au final, on nous met de la gravité, on nous met quelques règles, et après on te dit balade-toi. Et au bout du bout, tu vois un truc qui brille un peu, ou tu vois une bizarrerie géographique, t'y vas, il se passe quelque chose, il y a une histoire, il y a une quête. C'est à chaque fois, toutes les 10 minutes, 15 minutes, tu fais une découverte dans le jeu. Tu découvres qu'en fait, il y avait un truc que tu avais depuis le début et que tu pouvais faire et que tu découvres que tu peux le faire maintenant. Il y a, depuis le début du jeu, tu as un bouclier. Et à un moment, au bout de 25 minutes, tu te rends compte qu'en fait, avec ton bouclier, tu peux faire du snowboard. C'est dingue, oui. Et le truc, c'est que tu découvres au fur et à mesure du jeu, en fait, tout ce qu'ils ont mis pour toi pour que tu puisses t'amuser. Et vraiment, j'ai éclaté le jeu. J'ai fait les 120 sanctuaires. J'ai quasiment toutes les armures à fond. J'ai toutes les armes plus. J'ai tous les boucliers, tous les arches. J'ai tous les souvenirs. Enfin, tu peux faire tout le truc. Il n'y a que les noix, mon cul, là, que j'ai pas, qui sont pas liées, qui ne débloquent rien. C'est douloureux. Et globalement,
C'est incroyable. J'ai kiffé à peu près chaque minute. J'ai eu l'impression de voyager chaque minute. Et c'est aussi un coup de cœur pour la Switch. Parce que quand tu bosses beaucoup, et bah la Switch, c'est génial de se dire, ok, je le prends, je suis dans les transports, je vais pouvoir faire mes 5-10 minutes, je vais pouvoir faire le sanctuaire. Vous vivez, comme c'est mon cas, avec une charmante demoiselle, et avec ta console de jeux vidéo, tu monopolises, tu vois, le salon. Tu peux aller au chiottes. Et bah là, tu peux prendre la console et jouer peinard pendant que d'autres personnes regardent autre chose à la télé. C'est un vrai sentiment de liberté. Tout est libre. La console te permet une vraie liberté. Le jeu, c'est l'appel de la découverte. Voilà, donc c'est un vrai coup de cœur, ce jeu. Comme j'en ai rarement eu, comme j'ai kiffé Mass Effect 1 ou comme j'ai kiffé certains des Final Fantasy. Ok. Voilà. Et il y a une vidéo sur la chaîne que vous pouvez regarder sur l'avis de Christophe de JV Le Mag sur Zelda également. Et il parle aussi de la Switch du coup. Voilà, c'était Cult & Click avec 40 minutes de rap parce qu'on avait 25 minutes de retard. On espère que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour pour un nouveau live, donc à 20h. Et on se retrouve demain pour des prochaines vidéos. Ça reprend. On va lancer des records. Nicolas est là, Cardel est là jusqu'à 4h du matin. Il fera sans doute plusieurs vidéos solo. On devra lui filer les clés du studio. Et, je vais faire Cowboy Bebop. Et enfin bref, donc on retrouve le rythme. On a eu beaucoup de problématiques de santé au niveau de Kerr. On était très inquiets. Mais il est là avec nous. Il y a des gens sur le chat qui pensent qu'en fait tu as découvert l'open world. C'est pas du tout ce qu'a dit Big B. Donc oui, Skyrim existe. C'est bien. Ouais, et Skyrim que j'ai essayé, que j'ai trouvé nul à chier. Non, ce serait dur. C'est un très bon jeu. Mais je me suis fait chier, c'est pas possible. J'ai trouvé ce que je vais faire. Tiens, je vais faire la review de tous les matchs de Monaco que j'ai pu voir depuis qu'on n'a pas eu Cult & Click. Bon, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Moi de Koh-Lanta. N'hésitez incroyable. surtout pas à partager les vidéos. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Le petit pouce bleu, le com et les bisous. Ciao. Et les bisous. Des bisous. Let's go!